Bienvenue sur F1 ITV. Après ce Grand Prix du Mexique haut en couleur, vous pouvez le constater, mais quand même un peu ennuyeux finalement, avec un résultat attendu, en tout cas une domination du champion du monde, Max Verstappen, décidément intouchable cette année. On revient là-dessus, mais aussi du coup sur quelques autres sujets d'actualité dans notre débriefing. Max était relax, on s'en est rendu compte, puisque malgré le fait que les Ferrari sont les plus rapides le vendredi, que les Mercedes semblent absolument irrésistibles samedi, finalement c'est quand même encore lui qui a le dernier mot pour la pole position. Et alors que tout s'était joué jusqu'à là en millième de seconde, voire en centième, eh bien c'est avec 3 dixièmes qu'il fait la pole. Alors bon, Russell s'est peut-être loupé dans le dernier tour, en Q3, et puis Lewis Hamilton, lui, s'est plaint de coupure moteur. Enfin, en attendant, à la sortie, c'est Verstappen en pole, et on imaginait encore, là, peut-être un peu naïvement, que la longue ligne droite qui suit le départ à Mexico allait permettre aux Mercedes de passer devant. Eh bien non, premier virage, c'est encore Max qui virait en tête. Alors un choix de pneus évidemment assez judicieux chez Red Bull, puisqu'ils sont partis en gomme tendre rodée en plus pour Max, alors que chez Mercedes, curieusement, on a mis tous ses œufs dans le même panier avec une stratégie identique pour Hamilton et Russell, avec des gommes médium au départ, des pneus neufs, donc qui allait forcément procurer un petit peu moins de grippe au moment de s'élancer, alors qu'on sait que le départ, c'est quand même un des endroits, un des moments, disons, les plus cruciaux d'un Grand Prix. Donc, à qui perd gagne, on peut dire que Mercedes s'est un peu tiré une balle dans le pied, malheureusement, parce qu'on s'est rendu compte non seulement que le choix de pneus, et surtout le fait de mettre les deux voitures sur la même stratégie, alors qu'ils avaient vraiment toute raison de mettre leurs œufs dans différents paniers. Eh bien non. Donc, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, finalement, parce que après, en plus, en mettant les gommes dures, c'était une catastrophe, on l'a vu, pour les deux pilotes, ou pour tous ceux qui ont essayé les gommes dures. Alors, OK, les infos de Pirelli, vendredi, ils ont testé les pneus 2023, donc ils n'ont pas vraiment pu beaucoup exploiter le temps de piste. Et samedi matin, on n'a pas vu grand monde avec les gommes dures. Donc, ils avaient peu de paramètres pour juger des choix de pneus. Mais quand même, de nouveau faire le même choix pour les deux voitures, alors qu'on savait qu'il y avait une opportunité, une rare opportunité, puisque Mercedes n'a toujours pas gagné cette année. C'est à n'y rien comprendre. On les a trouvés très conservateurs chez Mercedes dans leur choix tactique à ce Grand Prix du Mexique. Et donc, Max Verstappen n'a pas été inquiété. Chez Ferrari aussi, on ne comprend pas trop qu'il y ait eu tellement de pénalités pour changement de moteur, changement de turbo, etc. lors des Grands Prix précédents, justement pour s'assurer un matériel compétitif performant sur les Grands Prix qui demandent de la puissance moteur, de la vitesse de pointe en l'occurrence, ici au Mexique, et la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines à Sao Paulo, sur le circuit d'Interlagos, où là aussi, il faudra sortir la cavalerie lourde. Eh bien, les chevaux cabrés ne sont pas très cabrés, malheureusement. On a constaté pendant le Grand Prix que Carlos Sainz et Charles Leclerc ont dû pratiquer le lift and coast et ont dû brider les moteurs pour aller au bout, aussi bien en fiabilité qu'en consommation. Donc, Ferrari se retrouve à 1 minute de Max à la fin de la course. Inutile de dire que c'est un gouffre et qu'on est loin des espoirs entrevus dans la première moitié de la saison. Et puis le dernier qui perd plutôt qu'il ne gagne, c'est Checo Pérez, parce qu'on l'adore, on a vu la popularité auprès du public mexicain ce week-end. Mais bon, il n'arrive toujours pas à la cheville de Max Verstappen, ça c'est un constat. Et il doit se faire une raison qu'il est bel et bien le deuxième pilote chez Red Bull. Alors le gros sujet dont on a parlé depuis longtemps, déjà un peu trop longtemps peut-être, mais surtout entre les deux Grands Prix des États-Unis et du Mexique, c'est évidemment la pénalité infligée à Red Bull Racing pour avoir dépassé le budget plafonné en 2021.
Alors, ce plafond est-il un faux plafond? On pose la question, puisque on sait que Red Bull l'a dépassé, mais dans des proportions, j'ai presque envie de dire risibles, hein, puisqu'on parle de... Alors au départ, c'était 4 millions, 4-5 millions. Finalement, une fois que Red Bull a pu argumenter sur tous les postes et justifier certaines dépenses, on parle d'1,2 million ou 1,8 million selon les points de vue, sur 140 millions de plafond, c'est évidemment relativement négligeable. Alors, les écuries adverses, évidemment, crient au scandale en disant qu'avec que ce soit 1 ou 2 millions, ou voire 5 ou 6, selon le point de vue, eh bien, évidemment qu'on fait gagner de la performance à la voiture, même si l'essentiel des dépenses qui étaient mises en cause par la FIA dans l'audit des comptes de Red Bull Racing, hein, ça concernait entre autres des salaires d'ingénieurs qui étaient partis, hein, comme Dan Fallows en route pour Aston Martin, et puis le catering, c'est-à-dire la cantine à Milton Keynes, à l'usine. Bon, bref, pas sûr que ça fasse gagner des dixièmes de seconde à la RB18. En attendant, on n'a parlé que de ça. Ça a pourri l'ambiance dans le paddock. Et la vraie question de fond, c'est est-ce que le titre de 2021 a été conquis au mérite par Red Bull? Ou est-ce que Red Bull a poussé les lignes au point d'avoir effectivement tiré avantage de cette nouvelle réglementation de budget plafonné? Alors on sait qu'évidemment le titre a été conquis dans des circonstances très controversé, hein, avec ce fameux dernier tour à Abu Dhabi l'an dernier, et que donc certains remettent en cause, hein, la légitimité du titre mondial de Max Verstappen en 2021, à commencer par exemple par Ted Kravitz, un de nos confrères de Sky Sports TV en Grande-Bretagne, qui s'est fait blacklisté par Red Bull ce week-end, après des considérations qu'il avait tenues dans son émission au soir du Grand Prix d'Austin au Texas, où il avait effectivement sous-entendu que Verstappen n'était pas un champion légitime en 2021 et que Lewis Hamilton avait peut-être une revanche à prendre et qu'il a failli la prendre à Austin ou ce week-end au Mexique. Bon, pas de quoi fouetter un chat, en plus c'est une émission assez tardive. Bon. Mais chez Red Bull, ils l'ont mal pris et donc ils ont décidé de boycotter la chaîne britannique, qui est quand même la plus représentée dans le paddock de F1, parce qu'elle couvre elle couvre de nombreux territoires anglophones, mais le groupe Sky également, avec Première en Allemagne, avec Sky Italie, etc., ils sont très présents sur la planète Formule 1 en termes de couverture télé. Donc voilà, alors bon, c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que les choses vont revenir à la normale, mais ça me rappelle un peu ma jeunesse à moi, parce que ça m'est arrivé aussi à une époque d'être censuré, entre guillemets, par Ferrari, qui refusait les interviews auprès de TF1 quand j'y étais, après qu'on ait réagi, comme tout le monde d'ailleurs, au scandale du Grand Prix d'Autriche en 2002. Bon, ce sont des vieilles histoires qui ont 20 ans, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais en gros, j'avais un petit sentiment solidaire envers mon collègue Ted Kravitz. Revenons rapidement au budget plafonné, parce que donc finalement, la FIA et Red Bull ont trouvé un terrain d'entente, une amende de 7 millions. Donc finalement, c'est de l'argent qui va aller dans les caisses de la fédération, on ne sait pas pourquoi faire. Et puis, une perte du temps de soufflerie ou de CFD, c'est-à-dire de simulation virtuelle, pour le type virtuel ou pas d'ailleurs. Donc ça, on sait que de toute façon, le règlement prévoit que les meilleurs teams voient leur quota de temps de soufflerie ou de CFD baisser, et progressivement, les équipes de fond de classement bénéficient davantage de temps. Donc voilà, Red Bull de toute façon était pénalisé en 2022 et le sera encore en 2023 puisqu'il gagne 2 fois le championnat, et en tout cas pas le championnat constructeur. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais bon, néanmoins, hein, au lieu de perdre 15%, ils vont en perdre 17 ou 18, et finalement ils auront peut-être 20-25% de temps de soufflerie de moins que, par exemple, l'équipe qui sera classée 3e, ou certainement que celles qui sont 4e et 5e, enfin qui sont à 1 seconde de tour. Hein. Donc ce n'est pas du luxe de leur donner un peu plus de temps de développement. Voilà, ce sera peut-être pénalisant pour Red Bull, mais enfin on connaît Adrian Newey et l'équipe des aéros à Milton Keynes, ça ne va pas
mettre un genou à terre à Red Bull. Et c'est ce qui pose question, parce que voilà, si on peut, entre guillemets, tricher, ou en tout cas dépasser la limite du budget sans être vraiment puni, entre guillemets, l'année suivante, ben on se demande quelle va être l'attitude des équipes en 2023. D'autant plus, et je termine là-dessus sur le sujet, d'autant plus que Christian Horner, d'ailleurs, nous a dit dans sa conférence de presse à Mexico que, en réalité, maintenant, l'argent que distribue la FOM, puisque la F1 fait un tel carton, que les recettes commerciales du sport vont correspondre à 80% du budget de fonctionnement d'une équipe comme Red Bull Racing, et donc du budget plafonné qui descend à 140 millions et puis à 135 millions, alors qu'une équipe comme Red Bull touche déjà, semble-t-il, presque 120 millions rien qu'en prize money avec leur victoire cette année et leur titre mondial des constructeurs. Donc l'argent du sponsoring, ou l'argent que génère Red Bull Racing en dehors des recettes de la FOM, c'est entre guillemets du bénéfice, ou en tout cas de la marge pour les actionnaire. Mais bon, alors on sait qu'ils ne dépensent pas 140 millions, ils dépensent beaucoup plus, en tout cas des top teams, mais ils dépensent des paramètres du budget, des postes du budget qui ne sont pas intégrés dans le budget plafonné. Les salaires des pilotes, les salaires du top management, entre autres, mais aussi tous les frais de marketing, les frais de développement moteur, etc. Donc, les top teams continuent à dépenser 200 millions ou un peu plus. Hein. Bon, avant ça, ils étaient plutôt à 300 ou à 400. Donc, il y a certainement, disons que le règlement, le principe du budget plafonné atteint quand même certaines de ses ambitions, mais pas toutes. Et on s'étonne effectivement du fait que maintenant, les recettes de la F1 couvrent 75 ou 80% des budgets des équipes. Et dans le même temps, les équipes prennent une valeur qu'elles n'ont jamais eue auparavant, parce que maintenant on parle d'1 milliard pour acheter une équipe. On voit qu'Andretti n'arrive pas à mettre un pied dans la porte, alors qu'il n'y a pas si longtemps, à la fin de l'ère Ecclestone, on avait encore Manor Marussia qui a fermé boutique, Caterham en faillite, ou Sauber qui était complètement à la rue. Eh bien, vous constaterez qu'on est loin du compte, alors tant mieux, sans doute. Alors un dernier mot pour parler de cette résurrection et de ce mystère, hein, parce que tout d'un coup, revoilà Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, le moral dans les chaussettes, qui n'a pas mis un pied devant l'autre cette année, qui s'est fait débarquer comme un malpropre alors qu'il était au milieu de son contrat avec McLaren, en gardant une vague grimace de sourire, mais on est loin du Danny Ric, du Honey Badger qu'on aime. Et puis là, regardez, il était qualifié certes moins bien que Lando Norris, qui avait encore réussi une très très belle perf en qualification. Et puis en course, on le voit revenir, Danny Ric. On ne l'a pas vu venir tout de suite d'ailleurs, mais surtout en passant en gomme tendre et en finissant le Grand Prix avec les softs, les pneus Pirelli rouges, eh bien il était absolument irrésistible. Donc ça nous fait dire que d'une part, Ricciardo a des beaux restes et qu'on espère qu'il va rester en F1, même si c'est pendant 1 an en tant que pilote de réserve. Et puis surtout, c'est que voilà, les équipes se sont plantées dans leur choix de pneus ou dans leur options stratégiques, surtout quand elles mettent comme Mercedes les 2 voitures sur la même ligne, alors qu'il y avait un coup à jouer avec les gommes tendres. On l'a vu avec Ricciardo, mais aussi avec certains autres en fin de course. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce Grand Prix du Mexique. J'ai été un peu long, mais je ferai plus court la prochaine fois. Ce sera au Brésil, à Interlagos dans 2 semaines. Adeus, si Deus quiser.